Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, les conclusions de ce que vous appelez le grand débat nous apprennent peu sur l'état de la France et sur les attentes des Français. L'essentiel des revendications ont déjà été exprimées ici, à l'Assemblée nationale, notamment à travers la voix des députés communistes, mais aussi depuis des années par le mouvement social, syndicats et associations, et depuis 21 semaines dans la rue par la voix des Gilets jaunes, soutenus par une grande part de l'opinion publique. L'ensemble converge vers 3 revendications impératives. Écoutez bien, Monsieur le Premier ministre, plus de pouvoir d'achat, plus de services publics, plus de démocratie. Tendez l'oreille, Monsieur le Premier ministre, plus de pouvoir d'achat, plus de services publics, plus de démocratie. L'oreille gauche, bien évidemment. 3 plus, 3 exigences, 3 progrès qui correspondent à 3 taches noires de l'action gouvernementale définie par le président Emmanuel Macron, dont la ligne de conduite est guidée par le néolibéralisme et l'hyper-présidentialisme. C'est précisément cette conjugaison du néolibéralisme et de l'hyper-présidentialisme qui est au cœur de la crise. Un hyper-présidentialisme qui rend le pouvoir aveugle, sourd et indifférent. Aveugle aux conséquences de ses choix politiques, qui aggravent la paupérisation et la précarisation de nos concitoyens. Sourd à la revendication de nos concitoyens qui en appellent à la justice fiscale et à la solidarité nationale. Indifférent à la violence sociale subie par les salariés, les personnes privées d'emploi, les retraités, les jeunes. Faut-il s'étonner dans ces conditions qu'une profonde et saine colère éclate au grand jour et sonne comme un réquisitoire accablant contre cette politique, votre politique? Quelle mouscaille! Quelle mouscaille pour vous, Monsieur le Premier ministre, que ce moteur qui est tombé en panne, vous obligeant à mettre la main dans un affreux cambouis, à sortir la boîte à outils sur le bord de votre route bien tracée, vous obligeant à dévisser, colmater, revisser, vous obligeant à vous échiner, à dérouiller un moteur qui reste grippé. Pas drôle! Pas drôle, ce grain de sable qu'est le peuple que vous ne pouvez supprimer. Pas drôle, lorsque dans son droit le plus légitime, le peuple en appelle à la justice et à la dignité, dans une société de plus en plus inégalitaire, où les riches sont choyés par le pouvoir politique, un pouvoir politique qui s'est assigné pour mission de défendre les intérêts des contributeurs et des soutiens de la campagne de son président. Des riches, de plus en plus riches, mais qui n'en finissent pas de se lamenter sur ce trop d'impôts qui leur pourrit la vie, qui n'en finissent pas d'exprimer leur angoisse parce que la somptueuse remise faite sur leur ISF ne suffit pas à éteindre leur panique à la perspective de contribuer mieux, de contribuer plus à la solidarité nationale et donc au financement des services publics, au financement du bien public. Permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, de vous tendre mon mouchoir pour sécher les larmes de ces super privilégiés qui, au mieux, ignorent tout des conditions de leurs concitoyens, au pire, demeurent indifférents quant à leur sort, dans la droite ligne du président lui-même quand il déclarait qu'il ne sentait pas la colère dans le pays. Est-ce ce mépris ? Cette indifférence qui a conduit votre gouvernement à continuer de légiférer sur des lois rétrogrades en plein cœur de la crise, loi sur le droit de manifester, qui vous a valu, faut-il le rappeler, une censure cuisante du Conseil constitutionnel, projet de loi sur l'éducation, sur la santé ou encore sur la privatisation d'ADP, cette privatisation d'ADP qui vous permet de réaliser l'exploit inédit de réunir contre vous, contre votre volonté de brader les bijoux de famille, tous les groupes d'opposition de gauche et de droite pour demander l'organisation d'un référendum sur cette question. Vous savez pourtant que la situation n'est plus tenable, puisque dans la panique générale suscitée par le mouvement populaire des Gilets jaunes, l'exécutif a cru trouver une parade dans l'écriture d'une grande page de notre histoire, l'organisation d'un grand débat. Cet événement du siècle s'est révélé être une petite astuce politicienne pour étouffer le mouvement et neutraliser la critique radicale de votre politique. C'est ainsi
que vous avez mis en mouvement un dispositif constitué de réunions locales, de contributions en ligne, de stands de proximité et autres conférences régionales, un collège de personnalités garantissant la soi-disant indépendance du débat, avec une lecture à la fin algorithmique pour en tirer les mots pouvant servir votre idéologie, instrumentaliser les mots plutôt que de répondre aux mots. Il en ressort finalement un grand exercice de communication politique et de propagande gouvernementale orchestré par le président de la République, où le dit grand débat se métamorphose non seulement en faux débat, mais aussi en débat tronqué. Pour reprendre les propos de Chantal Joanneau, la présidente de la Commission nationale du débat public, je la cite, « Le principe d'un débat public, ce n'est pas de poser des questions aux Français, c'est les Français qui vous posent des questions, c'est eux qui s'expriment, c'est eux qui disent ce qui leur tient à cœur. » La preuve en est, les garants du débat national qui avaient été désignés par le gouvernement ont été conduits à fustiger les trop nombreuses interférences d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. L'incapacité manifeste du gouvernement à nouer le dialogue est liée à l'absence de toute volonté politique de s'engager sur la voie du progrès social. Comment, en effet, nouer un vrai dialogue sans contester l'échelle des valeurs inhérentes à l'ordre marchand, sans contester le chiffre roi, la part du marché, le rendement, le rentable, le toute entreprise et, disons-le, le mépris de l'humain. Cette incapacité à nouer un véritable dialogue, le président de la République l'a incarné à lui seul. Il n'a pas hésité à se mettre en scène en s'imposant par des interventions qui ont révélé un plaisir irrépressible pour sa propre personne, pour ses propres paroles. Le résultat est là. Le grand débat national est officiellement destiné à écouter les Français. Il s'est métamorphosé en logorée présidentielle, occultant la prosaïque réalité. Bref, au lieu d'assister à un grand moment démocratique, cette séquence s'est résumée au lancement de la campagne des élections européennes par un exécutif qui a pu s'appuyer sur l'ensemble des moyens de l'État et sur le soutien indéfectible des médias. S'écouter parler plutôt qu'écouter les Français, tel a été le credo. Comment s'étonner dès lors que la colère n'ait pas été entendue et que le gouvernement soit enjoint par l'Élysée de ne pas changer de cap. Pour votre majorité au pouvoir, les règles du jeu du marché et de la guerre économique et sociale avaient déjà tranché. Elles avaient tranché avant même les conclusions du faux débat. Pour vous, chers collègues, c'est un fait, c'est du bronze. La mondialisation contre la métropolisation ont leurs gagnants et leurs perdants, toujours les mêmes, on n'y touche pas. Et votre nouveau monde méprisant demande au peuple de s'y résoudre. Aucune réponse gouvernementale digne de ce nom ne se dessine. La déconnexion est totale avec les revendications de notre peuple. Le peuple dit justice fiscale. Vous entendez baisse des impôts. Le peuple réclame de la solidarité nationale. Vous entendez baisse des dépenses publiques. C'est proprement à désespérer. Monsieur le Premier ministre, en écoutant votre intervention et en constatant les applaudissements enthousiastes de vos courtisans, je pensais à l'empereur Héliogabale, empereur romain Héliogabale. Associant extravagance et perversité, il servait des mets en carton à ses convives qui devaient s'extasier et saluer la qualité gustative de ce qui leur était servi. Habitués à digérer la parole jupitérienne, chers collègues députés de la majorité, vous en venez même à applaudir quand les assiettes sont vides et quand il n'y a rien à ingérer. On l'aura compris, la fin du grand débat n'ouvre pas la voie à un nouveau chapitre de l'action gouvernementale. Des mots, ou plutôt une musique qui tient davantage du souffleur de mirliton que du soliste de l'Orchestre national de France. À deux pas, c'est le maître des horloges, en chef d'orchestre, qui prépare la partition. Elle sera sans aucun doute, synonyme d'accélération de la politique régressive sur le plan à la fois social, fiscal, écologique et démocratique. Une régression sociale qui sera remise sur l'ouvrage dans quelques semaines seulement à l'occasion de la réforme de la fonction publique puis de la réforme des retraites.
ne vous en déplaise, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs de la majorité, il est de la responsabilité de l'État républicain de venir en aide aux millions de Français qui subissent le déclassement social, le matraquage fiscal et la mise en danger de la planète. Constitutionnellement, vous êtes censé mener la politique de la nation, alors qu'en réalité, vous menez la politique du capital et de la bourse. En fait, Mesdames et Messieurs de la majorité, pour reprendre les propos du président Émile Beaufort, si bien interprétés par Jean Gabin, on ne vous demande pas de soutenir un ministère, mais d'appuyer un gigantesque conseil d'administration. Face aux velléités de régression sociale, les réponses existent pourtant. Elles ont été largement soulignées par nos concitoyens, notamment dans le cadre des débats que nous avons organisés pour mieux écouter des citoyens riches de leurs idées. Des mesures simples, radicales, de nature à ramener la paix civile et sociale. Ce qu'il faut avant tout, c'est un changement de la donne politique en faveur d'une réelle démocratisation de notre République. Une République qui sera seule à même de répondre à l'urgence économique, sociale, écologique, par des mesures en faveur du pouvoir d'achat, en particulier la revalorisation du SMIC, une vraie revalorisation du SMIC, une revalorisation des salaires, des pensions de retraite et des allocations sociales, avec, du côté du secteur public, l'indexation des traitements des fonctionnaires et donc le dégel du point d'indice. L'amélioration du pouvoir d'achat se joue aussi au niveau d'une fiscalité plus juste. Rétablissement immédiat de l'ISF, dont la suppression restera le péché originel du quinquennat. Renforcement de la progressivité de l'impôt sur le revenu. Une TVA à taux zéro sur les produits de première nécessité. Déclarer la lutte contre l'évasion fiscale grande cause nationale en 2020. Il faut également un redéploiement des services publics pour réduire la fracture sociale et territoriale, étendre les énergies propres et développer les transports gratuits. L'heure n'est plus aux altermoments. Elle n'est pas aux circonvolutions et aux manœuvres politiques pour continuer d'agir dans l'intérêt d'une minorité de privilégiés. Faute de quoi, vous devrez, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs de la majorité, assumer toutes les conséquences de votre attitude irresponsable qui, au fil du temps, ne pourra qu'attiser la colère. N'en doutons pas, ce sera alors, pour reprendre les propos de Victor Hugo dans L'Homme qui rit, ce sera le dégel sombre, le rouge aurore de la catastrophe. Si votre responsabilité est immense et marquera l'histoire de notre pays, nous continuerons quant à nous à assumer la nôtre, celle d'une lutte sans merci. Une lutte sans merci des quartiers, villages et entreprises jusque dans l'hémicycle. Une lutte aux côtés du peuple souverain, reprenant son destin en main, ce qui suppose la tenue d'un débat constituant ponctué par un référendum refondateur ouvrant la porte d'une 6e République. C'est seulement par le haut, c'est-à-dire par le peuple et non par l'Élysée, que la crise pourra être dénouée. Telle est notre conviction profonde.